Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la troisième édition des Cafés de l'Histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, très rapidement, les Cafés de l'Histoire, c'est un concept qui a été impulsé par le groupe de travail Histoire de la CIM, qui consiste à vous faire découvrir le passé de la CIM, les moments forts, et ça sur un format de 30 minutes. Donc, vous étiez nombreux à vous interroger sur l'histoire de la CIM, alors c'est justement l'occasion d'en apprendre davantage. Cette nouvelle édition, elle va se porter sur l'épopée ferroviaire et elle est animée par Monsieur Nicolas Stoskopf et Monsieur Régis Boula. Pour les présenter rapidement, Monsieur Stoskopf est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Haute-Alsace. Il nous fait l'honneur d'être là, d'être en visio aujourd'hui pour partager son regard sur l'épopée ferroviaire telle que décrite dans son ouvrage Le train, une passion alsacienne. Et donc, cette édition, elle est aussi animée par Monsieur Régis Boula, qui est historien et maître de conférences à l'UHA. Il était aussi l'intervenant de la dernière édition des Cafés d'Histoire, pour ceux qui étaient présents. Donc voilà, toute l'équipe de la CIM et les membres du groupe de travail tenaient à vous remercier d'avoir répondu présent pour cette troisième édition. Et je vais maintenant laisser la parole au conférencier. Merci Elisa, bonjour à toutes et tous. Effectivement, je vais poser un certain nombre de questions à Nicolas qui pendant cette demi-heure, va nous permettre de retracer l'histoire du chemin de fer en Alsace. Alors, le point de départ est effectivement l'ouvrage qui est paru en 2012, Le train, une passion alsacienne, dont vous avez la couverture à l'écran. Ce livre était paru dans un contexte bien particulier qui était celui alors de l'inauguration de la LGV Rhin-Rhône. Nicolas, on pourrait peut-être commencer par te demander quelle est l'origine de cet intérêt, de ton intérêt pour le train. Faut-il y voir un prolongement de tes travaux sur le capitalisme familial mulhousien? Y a-t-il d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte? Oui, alors c'était l'inauguration de la LGV Rhin-Rhône a été l'occasion de monter une exposition dans le cadre de ce qu'on a appelé le pôle documentaire de la Fonderie, qui visait à valoriser les collections documentaires de différentes institutions mulhousiennes, les archives et la bibliothèque de la ville, et la bibliothèque de l'université et de la Société industrielle de Mulhouse, qui se trouve à la Fonderie. Et donc, c'était l'occasion de monter une exposition, de montrer des documents qui étaient souvent inédits, notamment l'album des dessins de l'ingénieur Bazaine. Et de là, notre métier aussi, c'est d'écrire un livre. Et c'était l'occasion de revisiter un peu cette histoire. Je ne dis pas de la réviser, mais de la revisiter en tirant, comme le titre le montre, jusqu'en 2012. Très bien. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, quand commence finalement cette histoire du chemin de fer en Alsace? Première question. Et alors, j'imagine évidemment que tu vas nous présenter Nicolas et André Quéclin, et en particulier le rôle qu'ils ont joué dans cette histoire. Voilà, alors on parle du train en Alsace, et notamment dans le cadre de la CIM, depuis 1831. Mais en fait, c'est une histoire qui démarre en 1836 et qui démarre d'ailleurs par un incident et par l'éviction de la CIM. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'histoire de la CIM, mais la CIM est assez étrangement absente de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'à l'Assemblée générale du 25 mai 1836, un ingénieur des arts et métiers, qui travaillait chez André Quéclin, constructeur de machines à Mulhouse, propose que la CIM s'intéresse fortement à la construction d'une ligne entre Mulhouse et Thann. Et à ce moment-là, Nicolas Quéclin se lève et dit qu'il n'est pas question que d'autres que lui, finalement, s'occupent de cette construction et que c'est à lui que revient. Il a un projet qui est déjà élaboré et que donc il entend le mener au bout. Et ce qui est très curieux, alors Nicolas Quéclin n'est pas un homme hostile à la CIM, loin de là. Il a même fait don à la Société industrielle de Mulhouse de son siège, place de la Bourse, en 1829. Mais on va le voir d'ailleurs dans toute son histoire, il entend prendre la responsabilité entière et totale d'une œuvre et de ne pas la partager. Alors Nicolas Quéclin était à l'époque un grand industriel du textile. Il était député. Il a été président de la Chambre de commerce de Mulhouse, donc c'est une sommité.
Et alors, on peut se demander évidemment si, et les historiens se sont demandé s'il avait vraiment un projet à ce moment-là, en 1836. Il y a Oui, plusieurs et comment peut-on expliquer voilà, qu'il veuille en faire son précaré? Voilà. Voilà, alors il y a plusieurs indices qui montrent qu'effectivement il avait un projet, que donc il a été un peu surpris par cette intervention de Nicolas Cadia. Il y a trois indices. D'abord, la société Nicolas Quéclin Frères, donc textile, avait été liquidée au début de l'année 1836. Deuxièmement, avant donc cet incident, il y a eu le mariage entre le fils de Nicolas Quéclin, donc qui s'appelle aussi Nicolas, avec la fille de son cousin germain, André Quéclin, constructeur de machines. Donc on voit bien qu'il y avait la préparation d'une sorte de ticket Quéclin pour construire les lignes et le matériel. Donc là, c'était. Et puis troisièmement, il a engagé un polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, Pierre-Dominique Bazel. Donc, il y a effectivement un projet dans les cartons. Très bien. Alors, quels sont les problèmes auxquels vont être confrontés à la fois les Quéclin et les ingénieurs qui les entourent dans la construction de cette ligne que tu qualifies toi-même de ligne expérimentale dans ton ouvrage? Oui, alors c'est une ligne expérimentale parce qu'en fait, on peut penser, mais ça, on n'a pas vraiment de témoignage, que déjà à cette époque-là, Nicolas Quéclin a l'ambition de construire ce qui va être sa grande œuvre, c'est-à-dire le Strasbourg-Bâle. Donc le problème, il faut obtenir d'abord le vote d'une loi, d'une concession, donc ça prend à peu près un an. Et puis Nicolas Quéclin crée une société en commandite par action, qui est une société fictive, parce que les commanditaires n'apportent rien, et c'est lui qui apporte tout le capital, 98% du capital, c'est lui qui l'apporte, donc ça peut à peu près 2,5 millions, donc il engage sa fortune. C'est typiquement la démarche de Nicolas Quéclin. Et puis ensuite, les travaux sont retardés pendant un an encore, parce que justement, on négocie le Strasbourg-Bâle. Et comme les 6 premiers kilomètres de la ligne Mulhouse-Thann sont communs aux deux lignes, et on attend. Et ensuite, les travaux se déroulent sur 20 kilomètres, ce n'est pas très grand, ce n'est pas très long, les travaux se déroulent en un an à peu près. Donc, à la veille de l'inauguration qui va se passer le 1er septembre septembre 1839. 1939. Voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'on a quand même quelques témoignages. Les premiers essais ont lieu le 4 août 1839, le 6 août pardon, 1839, la nuit, pour ne pas trop attirer de curieux. Et la première locomotive qui fait le trajet entre Mulhouse et Thann le fait quand même à une vitesse de 48 km/h de moyenne. Donc c'est quand même assez relativement rapide à ce moment-là. Et l'inauguration peut avoir lieu donc effectivement le 1er septembre 1839. Et alors là, on voit quelques images que j'ai sélectionnées donc, de cette iconographie du Mulhouse. On revient un peu en arrière, reviens à la vue précédente, si tu veux bien. Tu peux? C'est là? Non, celle d'avant, là, où on a celle d'avant encore. Celle qui était à l'écran. C'est là. Non, celle d'avant. Voilà, celle-là. Voilà. Ah, là, non, on est reparti, là. Moi, je Ah, vois la station le de pont sur Thann. la Dolère, pardon. Non, je veux revoir la première, la toute première. Excuse-moi. Voilà, aujourd'hui le kilomètre zéro. Oui, aujourd'hui, kilomètre zéro. Moi, je ne l'ai pas sur l'écran, mais enfin, bon, je sais. Elle est à l'écran, elle est à l'écran. Ah bon, d'accord. Alors, le kilomètre zéro, donc, voilà, c'est ça. Là, c'est la station provisoire donc, du départ du Mulhouse-Thann. Et aujourd'hui, on appelle ça le kilomètre zéro. Enfin, c'était effectivement le premier kilomètre, le kilomètre zéro de la ligne. C'est là maintenant qu'est installé le pôle numérique de Mulhouse dans un ancien bâtiment de la SACM qu'on appelle le kilomètre zéro. Donc. Alors, on voit la gare provisoire qu'on appelait la station, et puis à droite, un petit pavillon qui est comment dirais-je, la cahute, en quelque sorte, du garde-voie, c'est-à-dire que tous les Et voilà. kilomètres, il y a effectivement une petite, je trouve plus le mot là, une petite cahute comme ça, donc tous les kilomètres, où il y avait un garde-voie qui annonçait l'arrivée du train par des coups de trompe, qui agitait des drapeaux en fonction de la circulation. Et bon, c'est un très joli petit édifice qui se trouvait tous les kilomètres de la voie. Alors ensuite, tu peux passer à la vue suivante. Petite guérite, voilà, je ne trouvais plus le mot, c'est la guérite. C'est pas la cahute, c'est la guérite.
Tu peux passer à la vue suivante. Oui, il y a le pont sur l'île cette fois. Alors, il y a le pont sur l'île. Oui, alors voilà. Alors là, on voit le train qui quitte Mulhouse et avec au fond, naturellement, les usines de Mulhouse, donc les filatures Négélie notamment. Alors ça, ce sont des lithographies qui ont été publiées par Engelmann, un petit album qui a été sorti pour l'inauguration du train. Ensuite, on doit voir le pont sur la Dolère, Voilà. le pont sur la Dolère, avec donc les ouvrages d'art. Il y avait 32 ouvrages d'art sur la ligne, donc ça c'est quand même une certaine importance, une certaine difficulté de la construction. Et on voit en dessous ces fameux dessins de Pierre-Dominique Bazaine, qui sont très beaux, qui sont aquarellés, et qui sont conservés, donc, qui font partie des collections de la CIM et qui font partie donc, de la bibliothèque de l'université et de la CIM. Voilà. Et puis, on a enfin la station de Thann, donc, qui est aussi très jolie aquarelle. Hein, on a deux vues, une vue qui montre la station vue des voies, et puis l'autre qui montre la station du côté de la rue, et on voit avec quel soin étaient traitées ces stations. Il y avait un souci esthétique et une volonté naturellement de célébrer l'arrivée du chemin de fer. Oui. Comment la population accueille le chemin de fer? On a Alors, vu la gravité tout à l'heure, on voyait des gens en liesse, mais est-ce que cet enthousiasme est partagé par tout le monde? Alors, l'enthousiasme est à peu près partagé par tout le monde. La difficulté, quand même, naturellement, pour la construction de ces lignes, c'est les expropriations qui sont nécessaires. Donc, je ne peux pas dire que ça a été apprécié par tout le monde. Et les expropriations, donc, sont très, très nombreuses, puisque, comme tu le sais, la propriété est très morcelée en Alsace. Par exemple, un peu plus tard, pour le Strasbourg-Bâle, il va falloir il va falloir acquérir 12 000 parcelles appartenant à 5 000 propriétaires. Donc, c'est autant de discussions, de surenchères, et quelquefois, ça se termine naturellement par des procès d'expropriation. Donc, c'est pas toujours, ça ne se passe pas toujours, disons, de la meilleure façon. Mais après, le public est absolument enthousiaste. Le public est enthousiaste, et ce Mulhouse-Thann a été surtout fréquenté par les passagers, à tel point d'ailleurs qu'il y avait un train supplémentaire le dimanche et que c'était davantage un train de plaisir qu'un train de marchandises. Donc ça permettait aux Mulhousiens d'aller à la montagne, et ça a été un grand succès auprès du public. Très bien. Et qu'est-ce que tu peux nous dire du premier matériel, des premières locomotives, de ces premiers wagons, de ce premier mobilier ferroviaire? Alors, les wagons sont achetés en Belgique, figure-toi. Ouais. Ils sont achetés en Belgique, mais les locomotives sont construites en Alsace par deux constructeurs à ce moment-là, Stehlin et Hubert, qui se trouvent un peu plus loin dans la vallée de Thann, à Bischwiller, et puis surtout André Quéclin, naturellement, qui fabriquait déjà des machines à vapeur et qui a fabriqué donc la locomotive qui a inauguré la ligne. La Napoléon, on peut la voir peut-être, on a un dessin. Voilà. Qui la montre. Alors, cette Napoléon est une copie conforme d'une locomotive anglaise, construite sur le modèle dit patented par Stephenson. Donc, c'est la copie conforme. On achète une locomotive anglaise, on la reproduit. Donc, sans aucun changement. Stehlin, Hubert, eux, ont ajouté un essieu-moteur quand même. Et puis ensuite, il va y avoir des perfectionnements, mais dans un premier temps, on se contente de prendre un modèle finalement. Voilà, donc c'est une petite locomotive, mais qui a bien marché. Oui, puis qui a quand même un nom sur les opinions politiques de la famille Quéclin, non? Pardon, je n'ai pas entendu ta question. Elle porte un nom bien particulier. Elle porte un nom bien particulier. Mais dans la famille Quéclin, on n'est pas complètement d'accord. Nicolas Quéclin, c'est Nicolas Quéclin et André qui sont cousins germains et qui sont donc les pères de deux jeunes époux, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'un est libéral et l'autre et Nicolas est libéral et André Quéclin est beaucoup plus conservateur, et ils s'affrontent dans les élections législatives.
Donc, mais effectivement, tu as raison, il y a une sorte de il y a une vénération pour le régime impérial. Très bien. Alors, on vient de voir comment cette première ligne Mulhouse-Thann avait été construite et inaugurée. Venons-en maintenant peut-être à la grande ligne Strasbourg-Bâle, qui est à la fois la première grande ligne française et première grande ligne internationale. Absolument, c'est la première grande ligne française parce que jusque-là, on n'a construit que des lignes de 50, 60 km et le Strasbourg-Bâle, dans sa plus grande extension, quand il va être terminé, c'est 140 km. Mais dès 1841, on ne va pas de Strasbourg à Bâle, on va de Königshofen, donc la banlieue de Strasbourg, à Saint-Louis. Et c'est quand même 135 km. Et alors, à nouveau, quel a été d'une part le rôle de Nicolas Quéclin? Et j'imagine qu'il devait y avoir au même moment des projets concurrents, notamment de l'autre côté du Rhin, du côté allemand, sans doute. Oui, oui. Alors, c'est ce qui motive le démarrage de la ligne, c'est qu'il y a un projet de construction sur la rive droite de Rhin, de Mannheim à Bâle. Et donc, c'est un argument, naturellement, pour pousser les députés à voter la loi de création d'un Strasbourg-Bâle, qui serait le premier maillon donc d'une ligne Mannheim-Bâle sur la rive gauche du Rhin, donc sur la rive en partie française. Et donc, la concession est votée en mars 1838, mais par contre, la loi oblige Nicolas Quéclin à créer une société anonyme. Et ça, c'est contraire véritablement à ses principes. Et alors, il va se produire quelque chose d'assez étonnant, c'est que la société anonyme se crée, d'un côté, mais Nicolas Quéclin n'y participe pas, donc avec un capital de 42 millions de francs. Et Nicolas Quéclin donc s'engage à construire pour cette société anonyme la ligne à un forfait, pour un prix, donc il fait un devis, 40 millions. Voilà, je vais vous construire la ligne pour 40 millions. Mais dès le départ, il renonce finalement à l'exploitation future de cette ligne. Il est uniquement un constructeur. Pourquoi cette renonciation? Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a toujours cette idée qu'il ne veut pas être le patron d'une société anonyme, par exemple, avec une société anonyme, c'est une société à responsabilité limitée. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est contraire complètement à ses principes. Et c'est très original par rapport à tous les autres constructeurs ferroviaires français, les Pereire, Bartoloni et autres, Rothschild et autres, qui ont au contraire créé des sociétés anonymes puissantes et qui ont ensuite géré les compagnies. Donc, il se met dans une situation dès le départ qui est difficile, parce que d'abord pour un devis, à calculer le devis, un devis comme ça, c'est quand même pas facile. Oui, et c'est en même temps prendre des risques très importants, puisque quand on connaît les difficultés de la ligne Mulhouse-Thann en termes d'expropriation de parcelles, exactement, etc., pour un tronçon beaucoup plus important, c'est beaucoup plus, les travaux sont de beaucoup plus grande ampleur. Et alors, il rencontre des difficultés d'ailleurs financières considérables. Alors là, c'est un peu compliqué à expliquer, mais la société anonyme doit lui fournir les fonds. Donc là, cette fois-ci, c'est la société anonyme qui est chargée de rassembler finalement les financements et qui les fournit au constructeur, donc qui fait ensuite les dépenses. Seulement, la société anonyme rencontre de gros problèmes parce qu'à ce moment-là, les actionnaires ne payaient pas la totalité des actions sur le champ. Les paiements étaient échelonnés. Donc, c'était des actions de 500 €. Je vais expliquer ça rapidement et essayer d'être clair. C'était des actions de 500 francs, bien entendu, pardon. C'était des actions de 500 francs. Et donc, on versait de 50 en 50 francs, selon un échelonnement. Et quand les actionnaires ont versé 250 francs, l'action avait déjà chuté sur les marchés parce que la conjoncture était très mauvaise à ce moment-là. Il y a beaucoup de compagnies d'ailleurs qui ont cessé de fonctionner. L'action ne valait plus que 80 francs. Et ils devaient encore verser 250 francs. Donc, ce n'est pas très encourageant pour les actionnaires. Donc, les actionnaires se sont fait tirer l'oreille pour verser cette somme. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Nicolas Quéclin? Il a racheté énormément d'actions au point qu'il est devenu actionnaire de 40% du capital. Donc, alors, c'est assez curieux parce qu'il achète des actions qui doivent lui fournir l'argent. Enfin, c'est lui qui fournit l'argent pour acheter les actions, c'est l'argent qui doit revenir à lui, constructeur. Ce qui explique qu'au moment de l'inauguration, pour Nicolas Quéclin, c'est à la fois un triomphe, mais
mais également il est proche de la ruine. Un triomphe amer, absolument. Il est proche de la ruine et c'est pas fini parce que il y a après toute une série de dettes. Il a été obligé d'emprunter et il a liquidé une partie de sa fortune. Pas toute sa fortune, hein, mais une bonne partie. Hein. Donc il a vraiment, voilà, ça c'est l'entrepreneur qui engage non seulement sa responsabilité, mais sa fortune. Alors l'inauguration a lieu également en septembre 1841. Hein. Alors, on a une image de l'inauguration. Elle est à l'écran. Ah, elle est à l'écran. Moi, je ne l'ai pas pour l'instant, mais bon, c'est pas grave. Donc, l'inauguration en grande pompe, là, c'est l'inauguration à Mulhouse. Hein. Et c'est assez amusant parce que c'est l'évêque de Strasbourg, Monseigneur Ress, qui vient inaugurer, entouré de tout son clergé, qui vient inaugurer la ligne et qui bénit les locomotives devant, en face sur l'autre quai, un public composé essentiellement de protestants. Donc ça a été relevé par Michel Chevalier, qui a raconté cette séance avec un peu d'humour et en même temps beaucoup d'emphase parce que ces locomotives qui défilent comme ça paraît évidemment quelque chose d'extraordinaire. Donc effectivement, c'est un triomphe amer. Hein. Alors, triomphe quand même, parce qu'à Strasbourg, on lui a élevé un arc de triomphe avec des lumières qui scintillaient avec du gaz. Enfin bon, voilà, c'était quand même c'est la gloire. Mais, alors là aussi, même chose, engouement du public. Hein, engouement du public, formidable. Hein. Il y a eu il y avait en moyenne 700 000 voyageurs par an. Les marchandises sont venues plus tard, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le Mannheim-Bâle, on a complètement oublié, hein, c'est-à-dire qu'au nord de Strasbourg, on a complètement oublié de construire le prolongement. Et l'histoire ne se termine pas, mais l'histoire se poursuit parce qu'il fallait encore atteindre Bâle. Et Nicolas Quéclin a été obligé de remettre 1 million pour atteindre Bâle. Donc on va voir l'image de l'arrivée du train à Bâle hein, en 1844. On peut passer l'image suivante. Oui, et elle est à l'écran, ça y est. Voilà. 145 arrive à Bâle. Ah non, là, moi, je vois le site d'André Quéclin. Voilà, arrivé à Bâle. Donc, le train arrive à Bâle dans une gare encore provisoire. Hein, ce n'est pas la gare actuelle. La gare sera construite un peu plus tard. Et c'est le premier train qui circule sur le territoire suisse. Hein. C'est quand même, il faut le savoir. Hein. Et ensuite, il faut pénétrer dans Strasbourg, c'est-à-dire franchir les murs, et ça ne sera fait qu'en juillet 1846. Donc, les deux extrémités ont été un peu difficiles à terminer. Très bien. Le temps, j'avais deux. La première, évidemment, le train en Alsace, c'est des lignes qui voient le jour très précocement, mais c'est également des constructeurs. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les différents constructeurs alsaciens alors, en avançant au 19e, et puis quel est pour eux le rôle de l'innovation technologique? Oui, alors les constructeurs alsaciens, là aussi, ils répondent tout de suite à la demande, puisqu'il y a 3 constructeurs de locomotives. Donc André Quéclin, qui va ensuite continuer à construire des locomotives et constamment, naturellement, innover, et puis en 1864, ils seront à Mulhouse à la 1000e locomotive. Hein, donc c'est une affaire qui va naturellement durer et qui se prolonge ensuite avec la SACM et qui se prolonge naturellement jusqu'à nos jours avec Alstom, hein, bien entendu. Hein. Mais il y a 2 autres constructeurs, donc Stehlen et Hubert, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui arrêtera assez vite, tout en continuant à construire du matériel de voie, par exemple. Et puis un autre constructeur, Jean-Jacques Meyer. Alors on peut voir sa locomotive, Jean-Jacques Meyer, qui innove justement en… Ah, ça c'était le Strasbourg, on revient un peu en arrière, excuse-moi. Pardon. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, c'était le… Voilà, elle est à l'écran. La locomotive de l'Espérance de Jean-Jacques Meyer. L'Espérance parce que c'était une locomotive qui, par un astucieux système, permettait d'économiser 40% de combustible. Sauf que très vite, c'est comme toujours avec les innovations, elle a été dépassée par une autre invention de Stephenson qui était la coulisse et qui permettait aussi d'économiser le combustible. Et Jean-Jacques Meyer a construit un certain nombre plusieurs dizaines de locomotives, disons, pour différentes lignes de chemin de fer, avant de connaître des difficultés financières et d'arrêter. Et puis, il y a quand même un 4e constructeur qui ne construit pas de locomotives, mais qui est de Dietrich, et qui construit du matériel de voie, qui construit des roues, qui construit toute une série de choses. Alors, de Dietrich à Reichshofen. Et là, on retrouve Nicolas Cadiat,
qui entre-temps, un peu écœuré du sort qu'on lui a fait à Mulhouse, est parti un peu plus au nord, donc, et a été engagé d'ailleurs à prix d'or, par De Dietrich, pour développer cette fabrication qui dure jusqu'à aujourd'hui, puisque Alstom va vendre cette usine de Reichshoffen dont on a beaucoup parlé donc, ces derniers temps. Mon autre question concernait l'évolution du réseau ferroviaire alsacien. Alors, on a bien compris qu'il y avait dans un premier temps une identification avec l'œuvre de Nicolas Quéclin, mais j'imagine que par la suite, il y a d'autres étapes au second 19e siècle. Alors, il y a d'autres étapes, absolument. Donc, l'étape suivante, la grande étape suivante, c'est la ligne Paris-Strasbourg, qui est construite, qui est inaugurée en 1852, mais alors là, sans les Alsaciens, ou avec très peu d'intérêt alsacien. On a l'impression que Nicolas Quéclin a écœuré un petit peu tout le monde autour de lui, parce qu'il y avait beaucoup d'intérêts ferroviaires, notamment chez d'autres membres de la famille Quéclin, Émile, Ferdinand, etc. Il y a d'autres noms qui apparaissent comme ça, mais finalement, après, ça n'aboutit pas vraiment. Et étrangement, les intérêts alsaciens, et notamment mulhousiens, sont assez absents des lignes suivantes. Donc, c'est le Paris-Strasbourg, 1852, avec… On est sous le Second Empire, alors, à ce moment. Le Second Empire, avec il y a eu quand même quelque chose de très, très intéressant et très amusant, c'est qu'il y a eu un grand débat pour savoir si le Paris-Strasbourg devait passer, comme il passe actuellement, si tu veux, ou par Dijon. Donc Dijon et Mulhouse, c'est-à-dire que voilà, c'était déjà le Rhin-Rhône finalement qui était en débat. Et puis ensuite, alors le Paris-Strasbourg, j'ai une vue aussi, on peut la montrer peut-être. J'ai une vue du Paris-Strasbourg qui arrive à Saverne. Voilà, il est à Saverne. Voilà. Oui, qui arrive à Saverne. Et puis ensuite, il y a une grande étape qui est quand même le pont de Kehl, le pont de Kehl en 1861. Et puis, qui est une magnifique réalisation, une réalisation franco-allemande, véritablement, à une époque encore où on coopérait de chaque côté de la frontière pour construire ce pont qui permettait notamment les liaisons entre Paris et Vienne par chemin de fer. Bon, après cette première coopération, il y a le temps de l'annexion, j'imagine. Et ben voilà, alors après, le pont de Kehl, d'ailleurs, a subi des destructions. Donc, il y a eu aussi quelques lignes d'intérêt local. Et puis après, il y a l'annexion. Alors, quand l'Alsace devient allemande, les priorités allemandes changent, parce que l'Alsace qui était à l'est, elle passe au sud-ouest. Et donc, les priorités, c'est d'assurer les liaisons avec l'Allemagne. Donc, il y a eu un certain nombre de traversées du Rhin. Mais surtout, il y a deux priorités essentielles pour l'Allemagne, surtout dans un premier temps. C'est d'abord des facteurs stratégiques, et notamment répond à ce besoin la ligne très rectiligne entre Strasbourg et Lauterbourg, à la frontière allemande. Donc, c'est cette fameuse prolongation vers Mannheim, finalement, ce sont les Allemands qui l'ont réalisée, mais surtout pour approvisionner la forteresse strasbourgeoise. Et puis ensuite, une autre ligne prioritaire, ça a été la ligne entre Sarreguemines et Strasbourg, qui avait été assez maltraitée avant. Elle existait avant, mais elle était très tortueuse. Donc, les Allemands construisent une nouvelle ligne pour approvisionner l'Alsace en charbon de la Sarre. Et puis ensuite, les fonds de vallée, là aussi peut-être à la fois pour des objectifs stratégiques et économiques, c'est-à-dire que toutes les vallées vosgiennes ont été plus ou moins équipées par chemin de fer, si bien que le réseau, à l'époque allemande, a doublé. Il est passé d'environ 1000 km à 2000 km. Très bien. Et puis, il y a aussi, dernier point, les tramways. Les tramways ruraux, les voies métriques qui ont vraiment irrigué le terrain. J'ai une carte d'ailleurs, tu peux la montrer peut-être, la carte qui… Voilà. Bien. Et puisqu'il nous reste une minute, j'avais une dernière question qui nous permet également de boucler la boucle et de revenir à Mulhouse, qui a été notre point de départ. Outre le textile, on identifie souvent Mulhouse à la SACM, qui est devenue ensuite un géant de l'industrie des locomotives. Est-ce que tu peux revenir très brièvement sur les conditions de sa naissance ? Oui, alors c'est en 1872. Donc, l'Alsace est devenue allemande et les principaux dirigeants de la société André Quéclin et compagnie, et notamment André Quéclin, ont opté pour la France. Et André Quéclin n'a pas de successeur.
son fils, qui était polytechnicien, est mort très jeune, malheureusement, et Nicolas Quéclin, son gendre, est très malade. Et à ce moment-là, il décide la fusion, en secret d'ailleurs, il décide la fusion où il négocie avec Alfred Renoir de Bussière qui exploite l'usine de Grafenstaden, qui fabrique aussi des locomotives. Donc il y a une fusion avec l'usine de Grafenstaden pour former cette fois-ci une société anonyme très puissante, la Société alsacienne de construction mécanique. Et voilà, là aussi, chose étrange, c'est que André Quéclin était aussi un patron autocrate, bien qu'il avait des associés, mais c'était lui quand même qui était le vrai patron. Et il est très âgé à ce moment-là, il meurt d'ailleurs en 1875. Il fait tout pour que finalement les choses ne continuent pas comme de son vivant, finalement. C'est-à-dire que lui, il a été un patron autocrate, et vont prendre la succession un collectif de dirigeants. Et on ne retrouvera plus du tout, enfin, il y a une césure vraiment très importante en 1872 entre la société dirigée par André Quéclin et puis ensuite une société anonyme qui va être gérée de façon très différente. Voilà. Très bien. Nous arrivons au terme de la demi-heure de cet entretien. Merci beaucoup, Nicolas. J'imagine que il y a des questions que nos auditeurs vont te poser. On va voir. Alors, je les vois où les questions? Tu cliques dans Converser, tu vas les voir apparaître, mais Elisa va peut-être te les poser. D'accord. Et merci Monsieur Boula, merci Monsieur Stoskop pour cette émission très intéressante. Je laisse maintenant place au public pour poser vos questions via le chat, si vous en avez bien entendu. Ah. Il y a pour l'instant peu de questions. Peu de questions. On a répondu à tout. Cette intervention était largement centrée sur le 19e, mais on aurait pu poursuivre un petit peu davantage. On aurait pu. Voilà une question. Y a-t-il une présentation de la ligne Mulhouse-Thann à la Cité du Train à Mulhouse? La Cité du Train, la Cité du Train parle relativement peu du chemin de fer en Alsace. Alors, je ne suis pas allé récemment, des dernières années. Je crois qu'ils ont fait quand même un effort. Mais la Cité du Train est assez peu centrée sur le chemin de fer en Alsace et sur l'épopée de Nicolas Quéclin. Je le regrette d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'elle est installée justement à un endroit tout à fait à proximité de la ligne construite par Nicolas Quéclin. Donc, ce n'est pas vraiment la préoccupation dans la mesure où la Cité du Train a été déménagée ici, est installée ici, elle n'est pas d'origine locale. Donc voilà. Alors il y a une question. En l'absence d'autres questions, moi j'avais une autre question qui renvoie à des aspects à la fois. De René Tessier quand même. Il y a une question de René Tessier. Il y a la question du transport des marchandises, charbon pour les manufactures. Oui, absolument. Il y a effectivement la question du transport des marchandises. Mais ce qui est assez curieux, c'est que aussi bien pour la ligne Mulhouse-Thann et surtout Strasbourg-Bâle, les marchandises ont joué un rôle tout à fait secondaire dans le transport. Et alors pour le Strasbourg-Bâle, ça s'explique par une raison simple, c'est la concurrence du canal du Rhône-Rhin. Et là, les tarifs sur le canal, déjà le train est cher quand même par rapport aux tarifs de la voie d'eau. Et la société donc, du Strasbourg-Bâle se plaint justement de cette concurrence qu'elle considère comme déloyale. Alors, savez-vous quel bâtiment, alors on me demande, savez-vous quel bâtiment est représenté dans la dernière gravure? Alors, je pense que c'est un atelier qui n'existe plus. Alors, on peut quand même peut-être revenir un peu en arrière dans les images. Donc, c'est un atelier à l'ancienne parce qu'il y a des poutres en bois, il y a un éclairage latéral, donc il n'y a pas un éclairage. On peut revenir peut-être à une image où on voit l'usine d'André Quéclin. Je ne sais pas si… La dernière image… Non, remonte un peu.
Remonte. Remonte dans les images. Je n'ai pas le numéro, mais elle est avant. On voit l'usine d'André Quéclin et Oui, le compagnie. site d'André Quéclin à Mulhouse, oui, Le on site le d'André voit. Quéclin à Mulhouse, si tu peux le mettre à l'écran. Il est à l'écran. Voilà. Alors là, on a le site de l'usine d'André Quéclin avec le chemin de fer qui passe, qui maintenant ne s'arrête plus à la station KM0, mais franchit le canal et va rejoindre la gare de Mulhouse. On a les bâtiments qui forment un U, qui sont les bâtiments d'origine de 1826, et la construction des locomotives se passe derrière, hein, c'est-à-dire les bâtiments qui se trouvent pratiquement au centre de l'image, à l'arrière. Hein. Et je pense que ce bâtiment a été ensuite détruit parce que la construction des locomotives s'est arrêtée à Mulhouse en 1888. Et il a été détruit et remplacé par des bâtiments plus modernes où il y a eu d'autres constructions. Hein. Donc je pense. Voilà. Donc il y avait quelqu'un qui m'avait posé cette question. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pourquoi la ligne Mulhouse-Bâle a-t-elle été choisie en premier? Mulhouse-Thann, pardon. Mulhouse-Thann a-t-elle été choisie en premier? Alors oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse immédiate comme ça. Mais je pense que ça allait à peu près de soi parce que Thann était aussi une ville. L'objectif, c'était quand même l'industrie, c'était le développement industriel, même si après, ce sont les passagers qui ont déjoué en quelque sorte les pronostics. C'était un axe industriel très important qui menait à la vallée de la Thur. Thann était une ville industrielle, plus qu'Altkirch, par exemple. Ça aurait pu être, pourquoi pas Mulhouse-Altkirch. Bon, Altkirch n'avait pas le même développement industriel. Thann avait des relations avec Mulhouse très importantes, hein, et toute la vallée avait des relations très importantes. Donc il y avait une sorte de logique, je dirais, économique à ce lien. Et voilà, ça s'est imposé quoi, de soi. Peut-être une certaine facilité, bien qu'il faille franchir l'île et la Dolère, etc., etc. Donc il y avait quand même quelques difficultés. Il y a d'autres questions? Alors, je vois une Oui, je crois dernière que… question. Oui. Le financement au départ de la SA était-il uniquement alsacien ou ouvert au reste du pays? Alors, la société Strasbourg-Bâle, il y a des actionnaires venus de partout, notamment des banquiers parisiens, hein, des grands banquiers parisiens qui prennent quelquefois des petits paquets d'actions pour les revendre dans leur clientèle. Hein. Donc, absolument, c'était ouvert à. L'actionnariat était très diversifié, c'était une spéculation comme une autre. Hein, et on a effectivement des détails sur l'actionnariat. Maintenant, je n'ai pas vraiment la mémoire. Mais il y avait effectivement des banquiers parisiens, ça je sais, les Malais, les Rothschild en ont pris quelques-unes, etc. etc. Dès le départ, Nicolas Quéclin souscrit 17% du capital, si je me souviens bien, mais il se retrouve à un moment donné avec 40% du capital, c'est-à-dire c'est vraiment le plus gros actionnaire. Et en tant que plus gros actionnaire, il aurait pu très bien prendre le contrôle de la compagnie, il ne l'a jamais fait. Il ne siège même pas au conseil d'administration. Donc, c'est pour lui deux choses totalement dispersées, totalement différentes. Hein. Voilà, la construction et puis l'exploitation de la compagnie. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y en a encore? Je ne crois pas. Bon, bah écoutez, merci encore pour cette troisième édition, Monsieur Boula, Monsieur Stoskopf. Merci. Intéressant, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. Et puis, ben, écoutez, on reviendra vers vous très rapidement pour la quatrième édition. Donc, n'hésitez pas à nous adresser votre intérêt par mail. Hein. Je vous mets l'adresse dans le chat. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bien.